qu'en janvier 1971, Jacques Duhamel est devenu ministre des Affaires culturelles. Il lui a paru naturel que je l'accompagne. Moi, j'étais ravi. Passionné de culture, de musique, de théâtre, de livres, d'expositions depuis mon adolescence, je ne connaissais rien à l'administration culturelle. Et j'ai mis pour la première fois les pieds rue de Valois en accompagnant le ministre. Je me suis très vite rendu compte que ces questions allaient me passionner et que les quelques capacités d'administrateur qu'à tort ou à raison me reconnaissait, je pouvais là les mettre au service des choses auxquelles je croyais le plus. Et j'ai senti intérieurement que j'allais consacrer le reste de mes jours à la culture. Jacques Duhamel avait une formule pour définir l'action, d'abord continuer, ensuite commencer. Et il s'est tout à fait inspiré de cette formule au ministère de la Culture. Désireux de poursuivre, d'assumer l'héritage de Malraux, à l'égard duquel il était tout à fait respectueux, et en même temps d'innover. Mais il ne savait pas trop comment. Et c'est en cet esprit de recherche, et non pas de certitude, que nous avons pris en charge ce ministère. Quelques jours ou quelques semaines après son arrivée au ministère, un jour je l'entends encore me dire « Je crains qu'il y ait deux politiques culturelles, et non pas une. Une politique du patrimoine et une politique de l'action culturelle. Et compte tenu des mentalités françaises, il ne faudra pas beaucoup de temps pour que, si ce n'est déjà fait, on classe la politique du patrimoine dans les politiques conservatrices et la politique d'action culturelle dans le domaine des politiques progressistes. Et le centriste qu'il était, homme de synthèse, a dit on devrait pouvoir réunir les deux. Il y a certainement des hauts lieux du patrimoine qui pourraient être des lieux de culture vivante et non pas simplement des lieux qu'on visite avec un gardien à casquette et trousseau de clés qui récite son compliment. Il me dit, voilà chercher. Bon, moi, j'enregistre. Et quelques semaines plus tard, comme ça, tout est affaire de circonstances, Jacques Duhamel va dans le département du Gard. Le député de la circonscription, Jean Poudevigne, qui était un ami politique de Jacques Duhamel, que je rencontre, me dit « Je sais que Jacques va à Montfrein. Il faut absolument qu'il profite de ce voyage pour aller à Villeneuve-les-Avignon. Le maire est un de nos amis politiques. Il est passionné par les problèmes de culture. Il se désole que la Chartreuse, qui a été progressivement rachetée par l'État après avoir été vendue comme bien national, rachetée par l'État à partir du début du XXe siècle, soit un monument vide, à l'abandon. Il faut absolument que Jacques Duhamel voie ça. » Je le dis à Jacques Duhamel, qui à son retour du Gard me dit « J'ai vu cette Chartreuse, c'est un lieu formidable. Est-ce que c'est pas dans des lieux comme ça qu'on pourrait faire de la culture vivante ?» Donc Jacques Duhamel a eu l'intuition que ces maisons de Chartreux pourraient être des lieux formidables pour la résidence d'artistes, de créateurs, qui ont besoin à la fois, comme les moines, de solitude et de vie communautaire. Et donc, il m'a demandé de réfléchir. J'en ai aussitôt parlé à Jean Salus, qui était un de mes collègues du Conseil d'État et à l'époque directeur de la Caisse des Monuments Historiques, en lui disant « Il y a là une occasion de faire de l'action culturelle dans un lieu de patrimoine, tu devrais y réfléchir. » On a décidé donc de faire un centre culturel de rencontre sous une forme associative, le monument appartenant à l'État et le demeurant, mais confiant à une association de la loi de 1901 la conception et la gestion d'un projet. Et en 1977, je suis devenu président de la Chartreuse et je le suis resté pendant 33 ans, jusqu'en 2009-2010. On s'est dit qu'on ne créait pas ex nihilo les centres culturels de rencontre,
qui avait déjà des lieux pouvaient servir de référence. On s'est dit Royaumont, la Saline, la Chartreuse, et à ce moment-là, s'est posé le problème de Fontevraud. Et comment Fontevraud est venu Je ne sais plus. Je pense que c'est, là encore, Salus, qui, dans le cadre des réflexions que nous avions, m'a dit, mais il y a aussi un lieu où on ne fait pas grand-chose, mais qu'on a commencé à restaurer, qui est Fontevraud. Et comme il appartenait, comme la Chartreuse, à l'État, mais soutenu par les collectivités locales, on a dû assez facilement dire, ben voilà. Et à partir de ces deux précédents et de ces deux cas nouveaux, on a vraiment, de manière tout à fait empirique, bâti ce concept de centre culturel de rencontre. Nous avons voulu un concept qui est proprement culturel et non pas un concept juridique. En ce sens qu'on n'a pas créé une nouvelle catégorie juridique qui serait les centres culturels de rencontre. Selon les cas, ils peuvent être des associations ou relever d'un établissement public ou d'une fondation. La première chose, c'est la beauté du lieu. Un centre culturel de rencontre ne peut exister que dans un haut lieu du patrimoine. Représentatif ou exemplaire d'un style, d'une époque et d'une vocation. Ça n'est pas un hasard si beaucoup des centres culturels de rencontre sont installés dans des abbayes, dans des monastères. Deuxièmement, il faut que ce soit un lieu qui, géographiquement, n'est pas trop isolé. Centre culturel de rencontre, ça signifie bien qu'ils doivent être ouverts et ils doivent attirer des flots de public. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les centres culturels de rencontre les plus vivants sont situés dans des régions touristiques denses. Il faut que ces lieux, ça résulte de la vocation même des monastères, aient à la fois des lieux précisément de solitude et de résidence et des lieux de rassemblement. Il faut qu'ils soient porteurs d'une mémoire. Et à Fontevraud, la mémoire royale, y compris avec les Plantagenets, est un exemple presque aussi important que la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Le principe d'un centre culturel de rencontre est d'avoir une activité permanente. Ce ne sont pas des lieux saisonniers. Deuxièmement, l'activité d'un centre culturel de rencontre implique un concept de création. C'est-à-dire que le centre culturel de rencontre doit être le siège d'une réflexion, d'une expérimentation, d'un travail sur une activité culturelle, qu'elle soit de l'ordre de l'écriture, de la musique, des arts visuels ou de tout autre domaine. Le centre culturel de rencontre doit, pour les résidents, concilier les nécessités de la solitude et d'une certaine vie communautaire, et de même pour le public. Le public doit être mis en contact avec le patrimoine, mais aussi avec l'activité créatrice. Je me souviens toutefois, avant l'éclosion de la notion de centre culturel de rencontre,
d'y être allé pour des colloques dans l'abbaye restituée par l'administration pénitentiaire à l'administration de la culture. Et j'avais été tout de suite frappé par la majesté du lieu, sa beauté, et surtout son intégralité. Car même s'il y a eu des constructions adventices qu'on a supprimées, l'ensemble de l'abbaye était là. Alors que dans d'autres cas, ce sont sinon des ruines, du moins des fragments. Là, c'était la totalité. Et en plus, dans une région tout à fait intéressante, parce que à proximité de Chinon, d'autres villes, des châteaux, pas très loin, et puis à la limite de 3 régions, les Pays de la Loire, le centre et le Poitou-Charentes, qui est pas très loin. Se trouve exactement à 20 km, vous avez 3 régions. Dans quelle situation était ce lieu? Je n'en ai pas, puisque je n'en avais pas directement la charge, je n'en avais pas une connaissance précise. Ce que je sais, c'est que très vite, la région s'est intéressée au lieu, et même s'il appartenait à l'État, c'est la région qui a été motrice, en quelque sorte, dans sa restauration et sa réutilisation. Et à ce titre, je crois que Fontevraud a été exemplaire, car nous aurons l'occasion sans doute de le dire, les centres culturels de rencontre supposent ou impliquent la conjonction des efforts financiers et des volontés politiques de l'État et des collectivités territoriales. Fontevraud avait aussi une histoire carcérale qui était moins glorieuse. Est-ce que ça posait pas problème? Bien sûr que ça posait problème. Et en même temps, le fait qu'un lieu de souffrance et d'exclusion puisse redevenir un lieu de prière, de ferveur et de rassemblement, c'était sans doute un formidable pari, mais tellement dans la ligne d'une politique culturelle moderne, si vous voulez. Et par conséquent, cette histoire carcérale, il n'était pas du tout question de l'écarter, de l'oublier. D'autant plus que un certain nombre de gens illustres, des écrivains comme Jean Genet, ou après la guerre, dans le cadre de l'épuration, je crois même que Maurras s'y est trouvé. Il y avait des gens importants qui s'y étaient trouvés incarcérés, comme à la conciergerie à Paris. Donc il ne faut pas sataniser les lieux, les prisons, il faut assumer, comme à la Chartreuse et à Arc-et-Senans, on a assumé les différentes utilisations du lieu. Le patrimoine, c'est ça précisément. C'est d'inventorier, d'assumer toutes les phases d'une histoire, puisque toutes, elles ont d'une manière ou d'une autre marqué le lieu, positivement ou négativement, mais rien ne peut être exclu.